Ils nous attaquent et en vérité mettent directement en jeu notre existence. Avant de vous laisser retrouver vos programmes, je veux encore vous dire, à titre d'exemple, que si 1% des téléspectateurs qui ont regardé nos émissions de fin de semaine donnaient chacun 120 €, nous serions sauvés, totalement libérés. Oui, TVL peut renaître plus forte. C'est vous seul qui décidez. Alors, mobilisez-vous et mobilisez vos amis. Vite. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Alors que notre attention a longtemps été happée par la guerre en Ukraine, le monde retient désormais son souffle en observant le Proche et le Moyen-Orient. Après des offensives sur Gaza, sur le Liban, sur la Syrie, Israël a lancé l'opération Rising Lion la semaine dernière en frappant dorénavant l'Iran. Alors que comprendre de ce nouveau conflit ouvert? Quels sont les enjeux de cette guerre? Comment l'arrêter? Quel rôle les États-Unis vont-ils jouer? C'est à toutes ces questions que nous allons essayer de répondre pendant cette émission. Mais avant toute chose, chers amis, vous le savez, j'ai besoin de vous pour le succès de cette vidéo. Alors pensez d'ores et déjà à la relayer au maximum. Pensez à cliquer sur le pouce en l'air, c'est important pour le référencement. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires tout au fil de cette émission. Je vous répondrai, bien entendu. À tout de suite. Et à mes côtés aujourd'hui, Maître Ardavan Amir Aslani. Bonjour monsieur. Bonjour madame, merci de m'avoir invité. Merci, c'est avec plaisir que je vous reçois pour ce nouveau Samedi Politique. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste notamment du droit international, enseignant en géopolitique à l'école de guerre économique, conseiller du commerce extérieur pour la France depuis 2023. Vous avez également écrit de nombreux ouvrages. Je citerai que le dernier, Convaincre plutôt qu'interdire pour une laïcité du XXIe siècle. C'était aux éditions Hermann et bien entendu, c'est disponible sur la boutique de TVL sur tvl.fr. Alors, Maître Ardavan Amir Aslani, dans la nuit du 12 au 13 juin, Benjamin Netanyahou a décidé de lancer cette nouvelle opération Rising Lion en frappant de multiples cibles en Iran, essentiellement liées aux installations militaires, mais aussi des figures, des gardiens de la Révolution, des forces Al-Quds. La raison invoquée, bien sûr, l'avancée toujours plus aboutie vers le nucléaire militaire de Téhéran. Aujourd'hui, vous, quel regard portez-vous sur ces événements? Je n'ai aucune tendresse pour la théocratie iranienne, je tiens d'emblée à le dire. Le regard que je vais porter va être un regard macro-géopolitique. Je pense que cette guerre lancée par Netanyahou est une guerre d'abord avant tout illégale, sous de faux prétextes. Illégale parce que lancée de manière unilatérale, sans aucune forme de mandat, contrairement au principe de la Charte des Nations Unies. Faux prétexte parce qu'il n'y avait aucune menace nucléaire. J'ai sur mon bureau la couverture d'un journal national israélien qui date d'il y a 40 ans, qui dit que l'Iran est à 2 mois de la bombe. Il y a sur Internet des vidéos qui circulent à différentes périodes de Netanyahou, à un moment où il avait même que les cheveux noirs, où il dit que l'Iran est à 2 mois de la bombe. Ça fait 40 ans qu'on dit que l'Iran est à 2 mois de la bombe. Pays qui est censé être un danger existentiel, on voit le résultat, ce pays n'est même pas capable de se défendre. Et on n'a pas vu le début de l'ombre d'une trace, d'une bombe, ni même d'une initiative de créer une bombe. Je vous rappelle que la responsable de la sécurité nationale aux États-Unis, au mois de mars, dans le cadre d'un témoignage devant le Congrès, a clairement déclaré que l'Iran n'était pas à la recherche d'une bombe. Il y a 3 semaines, la CIA a délivré un rapport disant la même chose. Alors, si je peux me permettre, vous parlez de Tulsi Gabbard, en l'occurrence, qui est responsable du renseignement militaire américain, ancien d'ailleurs soldat américain, soit dit en passant. Elle a effectivement retenu les propos que vous évoquez. Néanmoins, depuis, Donald Trump a d'ores et déjà dit qu'il n'en avait rien à faire. Pourquoi? Parce que l'objectif n'était pas le nucléaire dans cette affaire. L'objectif était, pour le régime israélien et pour les États-Unis, d'en venir à bout
de la théocratie iranienne ou de l'affaiblir à un tel point où le régime ne pourrait plus représenter une menace quelconque pour Israël. La réalité, c'est que le moment était particulièrement opportun, en tout cas jugé ainsi par les Israéliens, parce qu'ils ont vu avec quelle aisance ils ont réussi à venir à bout des proxys iraniens dans la région, le Hezbollah, le Hamas, Assad en Syrie, les Houthis. Ils ont constaté la faiblesse du pouvoir iranien vis-à-vis de son économie, qui est en ruine, sa population qui est en révolte depuis 2 années et demie suite au mouvement Femmes, Vie, Liberté, différentes crises de toutes sortes, dont une crise hydrique, le pays est dans une situation de stress hydrique majeur, et ils se sont dit, c'est l'occasion ou jamais d'en venir à bout de ce pouvoir. Donc en fait, cette attaque portait sur le régime iranien et pas sur la question du nucléaire. Le nucléaire n'a été qu'un prétexte. Alors, selon vous, restons peut-être quand même sur le nucléaire iranien, parce que, comme vous l'expliquez, cette opération israélienne intervient à un moment crucial, puisque des discussions ont été menées entre les États-Unis et Téhéran précisément sur ces questions du nucléaire. On se rappelle que lors de son premier mandat, Donald Trump était sorti des accords sur le nucléaire iranien. Depuis, donc, des discussions avaient été recommencées et elles semblaient ne pas aboutir. C'est pour cette raison que Donald Trump se dit particulièrement offensif, et je vous propose tout de suite de le réécouter après le G7. Les Iraniens vous ont-ils contacté? Oui. Et qu'avez-vous dit? Je leur ai dit qu'il était trop tard. Vous savez, j'ai dit qu'il était trop tard pour discuter. Il y a une grande différence entre aujourd'hui et il y a une semaine, n'est-ce pas? C'est très simple. Une capitulation sans condition. Ça veut dire que j'en ai marre, d'accord? J'en ai marre. J'abandonne. C'est fini. Et ensuite, on va faire exploser tous les matériels nucléaires qui se trouvent là-bas. Ils avaient de mauvaises intentions, vous savez. Pendant 40 ans, ils ont répété « mort à l'Amérique, mort à Israël, mort à tous ceux qu'ils n'aimaient pas ». C'était des tyrans de cours d'école. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations? Est-ce qu'effectivement, ça accrédite un petit peu votre thèse selon laquelle on est face à une politique de régime change, comme les États-Unis ont souvent mené, et peut-être souvent avec l'appui israélien, ou est-ce que le nucléaire iranien est ce qui a mis le feu aux poudres? Le nucléaire iranien est le prétexte. Comme je vous l'ai expliqué, rien n'a changé par rapport à il y a des décennies. Certes, les Iraniens ont enrichi à 60%, mais ils n'ont pas développé l'engin, le givre nucléaire, et tous les experts disent que quand bien même les Iraniens avaient suffisamment de matière nucléaire pour fabriquer une bombe, entre cet instant-là et la militarisation de l'engin, ça va prendre au moins 2 ans. Étant entendu que tous les experts américains disent qu'ils n'avaient pas pris cette décision. Donc le nucléaire, il n'y avait aucune menace urgente. Donc la notion de guerre préventive était une notion grotesque puisqu'il n'y avait aucun danger imminent. Moi, je pense même, si vous voulez, que ces négociations n'étaient pas destinées à aboutir. Je crois que c'était de la poudre aux yeux. Et même ce froid soi-disant existant entre Trump et Netanyahou, c'était une sorte de mise en scène. Parce que Trump a reconnu qu'il était au courant des frappes israéliennes, préalablement à ce que ces frappes-là soient effectuées. Alors qu'il savait que 3 jours après les frappes, il y avait un rendez-vous qui était prévu entre les Iraniens et les Américains, le représentant Witkoff sur la question nucléaire iranienne, qui devait avoir lieu à Oman. Il le savait, il l'a laissé faire. Ça veut dire, en fait, moi je pense que les négociations n'avaient aucune chance d'aboutir, parce que la volonté américaine était de faire en sorte qu'il n'y ait pas de solution. Ils cherchaient cette affaire-là. Ils cherchaient à frapper l'Iran. Et en fait, ils ont organisé la chose pour que les Iraniens baissent la garde. Parce que personne ne pouvait imaginer que tant qu'ils négocient en direct avec les États-Unis, avec des dates de rendez-vous prévues à quelques jours, qu'Israël oserait attaquer. Donc Israël a attaqué en coordination directe avec les Américains. D'ailleurs, on le voit bien. Ils boxent au-dessus de leur catégorie parce que les moyens qu'ils déploient, l'armement dont ils disposent, tout cela n'est possible qu'avec l'aide et l'information préalable des États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis est intervenu avec des mesures cyber, de la cyberguerre, pour neutraliser les satellites iraniens, la DCA iranienne, les radars iraniens, pour permettre justement l'avancée des Israéliens. L'Iran est en guerre, non pas avec Israël, qui est la tête de l'iceberg, mais avec les États-Unis et Israël. Ça, c'est la réalité. Et en fait, aujourd'hui, moi, ce qui me traumatise, et je suis dévasté, je ne vous le cache pas, c'est le sort réservé à la population iranienne.
C'est une erreur de dire qu'il cible uniquement les sites nucléaires. Parce que combien de sites nucléaires est-ce que l'Iran a? Il y a le site de Natanz, le site de Fordo, quelques autres sites de recherche, et puis une centrale nucléaire à Boucher qu'ils n'ont pas, heureusement, décidé de frapper. Mais ils ont frappé des centaines et des centaines de sites. Et pas que des sites militaires. Moi, je suis en relation avec des amis à Téhéran, en Iran, qui me disent les villes de province sont frappées. Les hôpitaux, aujourd'hui, sont débordés par des civils qui sont amenés victimes de bombardements. Aujourd'hui, c'est une guerre totale qu'a déclenché Trump et Netanyahu. Et quand vous regardez, d'ailleurs, les cibles annoncées par eux-mêmes sont des cibles civiles. Les 2 raffineries à côté de Téhéran, les gisements gaziers dans le sud, la radio-télévision iranienne, des hôpitaux, qui est une spécialité israélienne, attaquer les hôpitaux. Alors, et si je peux me permettre, je fais évidemment l'avocat du diable, non pas l'avocat spécialiste du droit international, mais Israël dit à peu près la même chose au sujet des frappes iraniennes. Aujourd'hui, on a parlé il y a quelques jours justement de frappes iraniennes sur un hôpital en Israël. On est, pardon de vous le dire, puisque vous le savez, mais on est là face à une opération de propagande de guerre des 2 camps. Chacun a tout intérêt, bien entendu, à faire valoir les victimes collatérales qui, dans tous les cas de figure dans une guerre, existent toujours. Ne vous excusez pas de vous tromper. Déjà, ce n'est pas des frappes iraniennes. C'est des représailles, c'est des réponses, c'est la réaction iranienne. En fait, l'Iran a été attaqué, l'Iran se défend. Donc l'Iran réagit par rapport à une attaque israélienne. Ensuite, ça ne justifie pas davantage de frapper des civils. Ensuite, si vous avez remarqué, je pense que les Iraniens font très attention à éviter des sites civils. Pourquoi ? Non pas qu'ils ont un amour immodéré pour le peuple israélien, mais tout simplement parce qu'ils savent qu'Israël recherche des excuses pour hâter l'arrivée des États-Unis dans le conflit. S'ils avaient ciblé l'hôpital en question, vous pouvez imaginer, si ça avait été efficace comme frappe, il y aurait eu des morts, a fortiori dans un hôpital. Or, les experts israéliens eux-mêmes disent qu'en fait, c'était le souffle d'une frappe qui a eu lieu à côté. D'ailleurs, les images ne démontrent que des vitres cassées. Il n'y a pas eu des images du bâtiment qui serait sur le point de s'effondrer. Il y a des dommages collatéraux, je n'en doute pas. Il y en a forcément dans toutes les guerres, je le regarde vivement. Sauf que, en Iran, nous sommes à plusieurs milliers de morts, peut-être aujourd'hui 10 000 blessés. En Israël, il y a, je crois, 24 morts. Je déplore chaque mort. Il n'y a pas de hiérarchie entre les morts, mais ce n'est pas comparable. Israël utilise les mêmes termes quand Israël parle de Gaza. On est à 65 000 morts, et Dieu sait combien de centaines de milliers de blessés. Aujourd'hui, Israël est dans une position quand même qu'il faut reconnaître. Ce que je vous dis, c'est des faits, c'est pas un cri du cœur. Israël, aujourd'hui, est à 65 000 morts à Gaza, est à 6 000, 7 000 morts au Liban, est à, je crois, 5 000, 6 000 morts en Cisjordanie, dont théoriquement, en territoires occupés, Israël a juridiquement la garde. Je fais fi même des morts qu'Israël a engendrés en Syrie, de par les frappes que ce pays-là a déclenchées après la chute d'Assad, en détruisant toute l'infrastructure militaire du pays. Israël, aujourd'hui, a 100 000 morts autour de lui. 100 000 morts, c'est un cimetière qui l'entoure. Donc, ils poursuivent la même chose. Ils ont frappé des hôpitaux en Iran, et pas qu'un. Donc aujourd'hui, c'est même pas un argument qu'il a frappé tel hôpital et j'ai frappé en retour. La question n'est pas là. Vous avez un pays qui est victime d'une agression internationale, au mépris du droit international, sous de faux prétextes, et un autre qui joue le rôle des victimes en disant « vous avez frappé sur les hôpitaux ». Alors qu'ils ont passé les 20 derniers mois systématiquement à tirer sur les hôpitaux à Gaza, qu'ils ont rasés. Bien entendu, ils expliquent, ils n'apportent aucune preuve. En tous les cas, ils expliquent qu'il y a des centres de commandement du Hamas qui sont dans ces hôpitaux. Ils vont bientôt trouver un membre du Hamas sous les hôpitaux sur lesquels ils tirent en Iran. C'est ridicule et c'est faux. D'ailleurs, toutes les organisations internationales certifient, ils n'ont jamais pu apporter la moindre preuve de la chose. Tout ce qui meurt, c'est les dommages collatéraux, parce que l'armée israélienne est l'armée la plus éthique du monde, et effectivement, on a trouvé une base de commandement du Hamas sur les hôpitaux. C'est se moquer de l'intelligence des gens. Et il suffit de regarder ce qu'ils font déjà en Iran. C'est même pas la peine d'aller vers Gaza. Aujourd'hui, Israël cherche à détourner le regard de ce massacre abominable qu'ils effectuent aujourd'hui à Gaza pour concentrer l'attention internationale sur l'Iran, où sous de faux prétextes, ils ont lancé ça. Attention, je serai le premier à me réjouir d'un changement de régime en Iran.
Mais mon regard n'est pas sur le changement de régime en Iran. Mon regard, c'est sur le supplice que le peuple iranien aujourd'hui subit de manière quotidienne et sur les infrastructures ciblées. Vous savez, l'Iran n'est pas un pays riche. L'Iran, c'est un pays qui subit des sanctions internationales depuis 47 ans. Donc le pays manque de moyens. Et quand vous frappez une centrale électrique, quand vous frappez une raffinerie, vous privez le pays peut-être pour 20 ans de la possibilité de le remplacer. Le pays exporte du pétrole brut et importe du pétrole raffiné. Donc vous imaginez que sur la ville de Téhéran, on perd 2 raffineries, ce que cela représente. Et puis leur manière de faire, dire la veille pour le lendemain, évacuer Téhéran, c'est Trump qui l'a dit et les Israéliens ont répété. Une ville de 10 millions de personnes intramuros, 15 millions dans son agglomération, des femmes, des enfants, des vieillards, des femmes enceintes, des gens qui n'ont pas d'argent, des gens qui n'ont pas de véhicule, qu'en voulez-vous qu'ils fassent? Et des quartiers entiers ont été ciblés. Je suis en relation avec les gens. D'abord, avant tout, il y a 2 sentiments qui apparaissent. Un premier sentiment de peur. Vous êtes là, toutes les 10 minutes, vous entendez une explosion à côté de chez vous. Toutes les 10 minutes. Peur. Est-ce qu'on va, en se couchant ce soir, se réveiller le lendemain vivant? Et deuxième sentiment, de colère. De colère d'abord envers Israël, qui se propose de libérer le peuple iranien en le bombardant, c'est quand même une innovation. C'est pas vraiment une innovation, c'est comme ça que procèdent les États-Unis depuis fort longtemps. D'accord. En tout cas, il propose de libérer le peuple iranien en les bombardant. Ce même peuple qui, depuis 2 ans et demi, depuis l'affaire le mouvement de révolte, quasi de révolution de femmes, vie, liberté, secoue le pays, eh bien, les femmes qui protestaient contre le foulard, contre le dogmatisme islamique aujourd'hui sont récompensées par des bombes qui leur tombent sur la tête. Et un deuxième sentiment de colère après Israël, à l'encontre du régime iranien. Régime qui, tous les jours, en vociférant contre Israël, n'a pas été à même, ne serait-ce que 24 heures, d'assurer la protection de sa propre population. En fait, on constate aujourd'hui que l'Iran est un tigre en papier. Ce qui veut dire que ce danger existentiel qui était censé exister au sein de ce pays n'était que de la rhétorique. Alors, il semble quand même que le tigre de papier résiste, puisqu'aujourd'hui le régime est toujours en place et qu'il tient. Vous savez, le pays est attaqué. La moindre des choses qu'ils peuvent faire, c'est de se défendre. Et c'est ce qu'ils font. Tout ce qu'ils ont, c'est des missiles. Pourquoi ils n'ont pas d'aviation ? Parce que le pays, ça fait 47 ans que le pays est sous sanction, ils n'ont pas le droit de s'en procurer. Même des avions civils. Donc nous avons là un combat, si j'ose dire, inégal entre 2 puissances. L'une, armée jusqu'aux dents, financée jusqu'aux dents par les États-Unis, bénéficiant des milliards d'euros par an d'aide militaire américaine, et l'autre, sous sanction internationale, n'ayant même pas le droit de se procurer des avions de chasse, etc. C'est pour ça que le ciel appartient aux Israéliens. Il n'y a pas d'avions de chasse en Iran capable de voler et de rivaliser avec. Tout ce dont le pays dispose est de fabrication locale. Donc les missiles que les Iraniens utilisent, parce que l'Iran, d'après l'accord de 2015, n'a même pas le droit de se procurer des pièces de rechange pour ces missiles, ou des pièces tout court pour ces missiles. Donc en fait, tout ça, c'est fabrication locale. On sait pourtant que l'Iran, par exemple, a fabriqué des drones, les fameux Shahed. Non, mais fabriqués localement. Ils ne peuvent pas s'en préoccuper. Ils parviennent quand même à les exporter, donc ils ont quand même des armes... Non, qu'ils aient des armes, heureusement qu'ils en ont. Heureusement qu'ils ont des drones et des missiles, des airs, tout ce qu'ils ont. D'accord. Et donc, ils les utilisent pour se protéger. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ciblent l'agresseur. L'agresseur, c'est Israël. Mais il faut comparer également les tailles. Si vous voulez, Israël, c'est l'Île-de-France. L'Iran, c'est 3 fois la France. Bien sûr. Donc, sur une petite entité, les Iraniens concentrent, si vous voulez, leur arsenal. Et c'est extraordinairement malheureux. Comme je vous l'ai dit, je déplore cette situation. Autant pour le peuple israélien que le peuple iranien. C'est une guerre qui n'avait pas de lieu d'être. C'est une guerre qui vise à assurer la pérennité de Netanyahou au pouvoir, de son alliance. De quel pays parlons-nous? Netanyahou est poursuivi à l'échelle internationale. Il y a un mandat d'arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale. Son ancien ministre de la Défense également. 2 de ses ministres les plus importants, Ben-Gvir et Smotrich, font l'objet de sanctions internationales. C'est le Vladimir Poutine aussi, ça l'empêche de se déplacer. Le pays est poursuivi et déféré devant la Cour internationale de justice pour fait de génocide. C'est ça. Israël, c'est ça. Donc franchement, quand on me dit que Israël, ce pays, avec ce CV, va venir libérer les Iraniens, moi je me pose des questions.
Les Iraniens sont assez grands. Bien entendu, il y a un régime répressif en face. Bien entendu, il y a un régime quasi-totalitaire en face. Mais les Iraniens, représentent un peuple qui a toujours su résister, toujours su se réformer. Ils n'ont pas besoin des bombardements israéliens sur leur tête pour se libérer. Et cet argument-là qu'ils développent, c'est de la poudre aux yeux. C'est pour cacher la tragédie de Gaza. C'est pour cacher la volonté d'Israël d'écraser tous les autres pays du Moyen-Orient qui s'opposent à lui, afin de permettre à Israël d'être la puissance dominante du Moyen-Orient. C'est leur volonté. Ils ont réduit la Syrie au néant. Ils ont réduit l'Iran quasiment au rang d'un gorille sans poil, sans puissance, sans capacité, et le Liban anéanti, à l'intérieur de leur propre univers, Cisjordanie et Gaza, réduit à néant, et les étapes d'après vont arriver également. Je ne suis pas certain que l'Égypte et la Turquie seraient à l'abri de cette hargne israélienne demain. Si je peux me permettre, vous venez de me rappeler, à raison, que la taille d'Israël était effectivement équivalente à celle de l'Île-de-France. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu le poids israélien sur la géopolitique mondiale? Est-ce que Israël est vraiment, dimensionné pour être capable de renverser, comme vous venez de nous l'expliquer, la Syrie de Bachar el-Assad, pour réussir à combattre les Houthis? Est-ce que finalement, Israël n'est pas le faux-nez américain et Israël, le bouc émissaire presque de C'est pas la taille géographique, si vous voulez, d'un pays qui en donne l'importance. Déjà, j'ai pas dit mondial, j'ai dit Moyen-Orient. Si vous prenez Singapour, c'est une petite ville-État, cité-État. Mais pourtant, le produit national brut singapourien est peut-être dans les 20 premiers dans le monde. Israël, c'est un pays qui, d'abord avant tout, jouit du soutien à l'aveugle des États-Unis. À l'aveugle. Quelle que soit l'administration en place, le soutien apporté à Israël est absolu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Un exemple. Même en France, c'est pareil. Quand l'Iran se fait attaquer, on est d'accord que quand même c'est l'Israël qui a agressé l'Iran. On est d'accord que le droit international interdit la chose. Du point de vue israélien, l'Iran revêt une responsabilité de participation dans les attaques du 7 octobre, par exemple. Non, ça c'est factuellement une erreur de dire ça. C'est factuellement une erreur de dire ça. C'est comme certains agents de la propagande israélienne qui disent que le 11 septembre, c'est l'Iran qui est derrière, alors que c'est qu'un Saoudien et qu'il y a des sunnites. L'Iran, c'est un pays chiite. C'est une erreur. L'Iran, si vous voulez, c'est un pays qui est responsable de beaucoup de malheurs. Beaucoup de malheurs, en encourageant le Hamas, en soutenant le Hezbollah, en soutenant des mouvements proxy partout. Le Hamas, mais on peut pas favoriser le 7 octobre. Mais on ne peut pas mettre le 11 octobre sur le... Les Iraniens n'étaient même pas au courant du 11 octobre. Les Iraniens n'étaient même pas au courant du 11 octobre. Ils étaient surpris et ils étaient fâchés contre le Hamas parce qu'ils disaient leur comportement de terroristes crée des responsabilités majeures et donne des arguments aux uns et aux autres pour frapper l'Iran. Et donc tout cela trouve ses origines là-bas. L'Iran, on peut mettre beaucoup de responsabilités, de beaucoup de difficultés et de beaucoup de problèmes dans la région sur le dos de l'Iran, mais pas le 7 octobre. Si on le dit, c'est de la propagande et factuellement une erreur. J'aimerais terminer très rapidement le volet sur la question du nucléaire qu'on a évoqué. J'aimerais qu'on réécoute, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, les propos de Tulsi Gabbard, et j'aimerais que vous réagissiez juste ensuite. La communauté du renseignement continue d'estimer que l'Iran ne construit pas d'armes nucléaires et que le guide suprême Khamenei n'a pas autorisé le programme d'armes nucléaires qu'il a suspendu en 2003. Le CI surveille si Téhéran décide de réautoriser son programme d'armes nucléaires. Alors, au regard de ces propos tenus par Tulsi Gabbard et au regard de ce que vous m'avez dit auparavant dans cette émission, j'aimerais qu'on comprenne bien. Aujourd'hui, vous m'avez dit que, globalement, l'uranium était enrichi à hauteur de 60%, ce qui est très loin donc, du seuil du nucléaire civil, qui est un peu en dessous de 4%, sauf erreur de ma part. Par conséquent, on est bien d'accord que l'Iran avance vers le nucléaire militaire. Il n'a pas abouti, son programme. Néanmoins, il avance. Il faut revenir à l'accord du 14 juillet 2015. Un accord nucléaire a été régularisé entre l'Iran, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne. Cet accord limitait la capacité d'enrichissement de l'uranium sur son sol par l'Iran, droit prévu par le traité de non-prolifération. Tous les États signataires ont le droit d'enrichir de l'uranium pour leurs besoins civils sur leur territoire, à 3,67, tel que vous venez de le mentionner.
13 rapports successifs de l'AIEA disent la même chose. L'Iran respecte et est en conformité par rapport à ses engagements au titre de l'accord nucléaire. Or, que s'est-il passé ? Entre la date d'implémentation, qui est le janvier 2016, et la sortie de l'Iran, des États-Unis de l'accord nucléaire en mai 2018, l'Iran était en totale conformité, même après pendant un an. C'est Donald Trump qui a retiré les États-Unis de cet accord. Si l'accord était en vigueur, l'Iran aurait été à 3,67. 3,67. La raison pour laquelle... pas moins que depuis que Donald Trump est sorti ils sont accords, sortis, mais ils sont sortis. Pourquoi ? Parce que en face, aucun des signataires de l'accord nucléaire n'a respecté leurs engagements. Aucun d'entre eux. Il devait y avoir autorisation pour l'Iran d'exporter son pétrole, c'est tombé à l'eau avec les États-Unis. Il devait y avoir une liberté d'investissement, c'est tombé à l'eau. Il devait y avoir le retour de l'Iran dans le système financier, ça n'a jamais eu lieu. Il y a eu beaucoup d'engagements. On ne peut pas dire à un pays signataire, toi, tu dois respecter tous les engagements, par contre, nous, on se décharge de toutes nos responsabilités. Face à cette situation, les Iraniens ont décidé de sortir des dispositions de l'accord nucléaire et ils ont commencé à enrichir à 60%. Vous avez raison en disant que 60%, c'est un seuil. C'est-à-dire qu'en 6 ans, ils sont parvenus à 60%, on est d'accord. Oui, mais parce qu'ils l'ont décidé, ils auraient pu arriver à 90 s'ils le voulaient, parce que techniquement... C'est pas très rassurant ce que vous nous dites. Mais oui, mais ils l'ont pas fait. Et techniquement, surtout qu'ils n'ont pas développé la bombe. Encore une fois, madame, l'uranium enrichi sans ogive, c'est pas une bombe nucléaire. Et donc, ils sont arrivés à 60, et de 60 à 90, c'est pas une décision, c'est pas une difficulté technique, c'est une décision politique. Ils ne l'ont jamais pris. L'extrait que vous m'avez fait entendre, à moi et à vos téléspectateurs, dit exactement ça. Le responsable de la sécurité nationale américaine, en plus de la CIA dans un rapport il y a 3 semaines, l'ont clairement déclaré, l'Iran ne cherche pas à développer une bombe nucléaire et le guide n'a pas pris la décision de développer une bombe nucléaire. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de menace nucléaire, en tout cas imminente. Et donc on aurait parfaitement pu négocier la chose. On n'avait pas besoin de lancer une guerre comme on le constate aujourd'hui. On n'avait pas besoin de jouer avec la vie des Iraniens. On n'avait pas besoin de détruire les infrastructures iraniennes. On l'a fait parce que Netanyahou a envie, de rester au pouvoir, de faire oublier, si vous voulez, le massacre génocidaire qu'il effectue à Gaza, et de pouvoir se débarrasser de son ennemi historique dans la région. Le bon moment, la bonne occasion, opportunément saisie par lui, sous le faux prétexte. Et tout ce que vous me faites entendre démontre cette réalité. Est-ce que, en fait, en réalité, on aurait tendance à se dire, on peut comprendre du point de vue iranien que le guide suprême vise à avoir cette bombe nucléaire tout simplement pour faire un pendant avec Israël qui a la bombe nucléaire, d'ailleurs sans avoir ratifié non plus les traités de non-prolifération, il faut le rappeler, puisque effectivement ça pose aussi un problème de droit international et de symétrie. Mais quelque part, on pourrait entendre en fait cette volonté iranienne de se défendre et d'avoir une force de dissuasion équivalente à celle d'Israël. On se surprend à voir le refus de l'Iran d'assumer cette position. C'est pas exactement ça, pardonnez-moi. La réalité de la question nucléaire en Iran, c'est pas la bombe iranienne, c'est le régime iranien. À l'époque impériale, le régime qui a été renversé en 1979, ce sont les Français et les Américains qui ont offert la technologie nucléaire aux Iraniens. Donc c'était pas le problème du nucléaire, c'était le problème du régime iranien qui a causé toute cette affaire. Effectivement, quand on est Israël et que l'on entend une armée de clergé d'un pays en face qui crie tous les jours « Israël doit disparaître », on est en droit de se poser des questions, on est en droit de considérer que les proclamations d'un pays visant à l'extermination du peuple juif doivent être prises au sérieux. Tout ça, c'est vrai. Et je reconnais la chose. Ce que je conteste, c'est les arguments fallacieux déployés, la forme déployée, la manière utilisée pour aboutir à ces résultats. On avait un accord en 2015. Les Américains l'ont jeté par la fenêtre. Et encore aujourd'hui, les Iraniens voulaient de bonne foi négocier avec les Américains. Ils étaient à une table de négociation. Et pendant qu'ils étaient à une table de négociation, ils reçoivent des bombes sur la tête. C'est cette façon de faire qui est contraire au droit international et qui, en fait, a mis un terme définitif
une fois pour toutes, au droit international. Et enlever à l'Occident, si vous voulez, le droit de critiquer toute forme de crédibilité. Quand le chancelier allemand dit, par exemple, que Israël fait le sale boulot pour nous, le chancelier allemand, plus grande économie de l'Union européenne, crache sur le droit international. Nous sommes aujourd'hui, j'aime bien cette expression, dans le Far West, avec un pays qui s'est octroyé le titre de shérif, qui s'appelle Israël, qui fait ce qu'il veut, au mépris du droit international. Un coup, je bombarde la Syrie, le lendemain, je bombarde le Liban, 3 jours plus tard, je continue mes massacres à Gaza. Tous les jours, il y a des dizaines de Gazaouis qui sont tués. Dans les derniers 48 heures, avec le massacre que vous avez constaté, il y a à peu près 200 Gazaouis, tous des civils tués, tous. Et je bombarde les Houthis, je bombarde tout ce qui bouge, en fait. Et maintenant, je bombarde l'Iran, au mépris du droit international. Cette impunité est inadmissible. Croyez-vous, si Poutine avait dit « Je sais où habite Zelensky, je vais aller le tuer », l'Occident n'aurait pas réagi, mais on aurait été profondément atterré, choqué, bouleversé, on aurait crié au terrorisme d'État, etc. C'est ce que dit l'Amérique, c'est ce que dit Netanyahou. J'ai entendu aujourd'hui ces gens-là dire, les Israéliens dire qu'on va tuer le guide iranien. Vous vous rendez compte, on est dans un système où on a des cow-boys dans le Far West qui menacent de tuer des chefs d'État en face et que personne ne dit quoi que ce soit. La France, rappelez-vous, il faut rappeler cette réalité. Constatant que c'est Israël qui a agressé l'Iran, il n'y a même pas de débat. Vous reconnaissez ça au moins. C'est Israël qui a agressé l'Iran dans cette affaire, et la France, par la voix de son président de la République, qui dit « La France reconnaît le droit d'Israël à se défendre ». C'est le monde à l'envers. Mais encore une fois, le régime iranien va disparaître. Ce régime a l'immense majorité de la population iranienne contre lui. J'estime que seulement 20% de la population iranienne qui sont plus ou moins pour le pouvoir, par raison de clientélisme ou par souci idéologique. Mais 80% sont hostiles. Vous avez 10 à 15% sur ces 80%, souvent des opposants en exil, qui prient pour que le pays soit anéanti par Israël, pourvu que le régime tombe. Pour eux, le pays compte pas, la population compte pas, c'est la fin du régime. Et vous avez la majorité des Iraniens, ceux qui subissent les bombes en Iran, ceux qui ont de la famille qui est déchicotée, ceux qui voient que les immeubles n'ont plus d'eau, d'électricité, que les infrastructures disparaissent. Ces gens-là ont un autre regard. Ils sont en colère contre Israël, qui les tue, et ils sont en colère contre le pouvoir, qu'ils ne supportent plus, parce que ce pouvoir n'a fait que limiter et restreindre les libertés publiques et les libertés sociales. Il va y avoir un changement. La question, c'est de quelle manière, quand et comment. Cette question-là n'est pas encore tranchée. Bien sûr. Ce changement de régime, vous évoquez depuis tout à l'heure le régime iranien en France, mais pas seulement en France, bien sûr en Israël. Beaucoup de commentateurs expliquent cette guerre menée par Tel Aviv contre l'Iran comme une guerre contre l'islamisme. J'aimerais vous proposer d'écouter un édito d'une journaliste de CNews. Israël, on le rappelle, mène un combat existentiel non seulement pour la survie de son État et sa population, mais aussi pour protéger le monde entier de l'islamisme radical et du djihad. Alors, qu'on comprenne bien, dans les propos de Laurence Ferrari, visiblement, l'Iran mène le djihad ? Si vous voulez, pour moi, la propagande est drôle. On peut l'écouter, j'ai envie de rigoler et de rire quand j'entends cette personne s'exprimer. Israël aimerait bien présenter tous ces combats comme étant un combat pour l'islamisme. Pourquoi ? Parce qu'Israël, à ce moment-là, joue sur la crainte de la population occidentale, la population française par exemple, sur l'islam et l'islamisme. On a un problème de l'islam en France. Il y a un problème d'islamisme en France. Il y a un problème de l'entrisme des frères musulmans en France. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais présenter la guerre que je mène à l'encontre de la population palestinienne comme étant une guerre contre l'islamisme. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et concernant l'Iran, c'est ça ? Je vais vous dire déjà ce que c'est. L'Iran non plus. La guerre d'Israël n'est pas une guerre contre l'islamisme, c'est une guerre d'une puissance coloniale d'occupation qui prive une population occupée depuis 80 ans de ses droits fondamentaux. Et donc, ça l'arrange de présenter la question comme étant un combat contre l'islamisme,
Mais la réalité, c'est que c'est un combat d'une puissance coloniale qui écrase une population colonisée, privée de tout. L'Iran, que je sache, n'a pas mené des initiatives de conversion, de prosélytisme sur le territoire français sur l'islam. L'Iran, c'est un pays chiite. Sa volonté n'est pas de faire acte de prosélytisme en Occident. Ça l'est pour ce qui concerne, par exemple, le mouvement des frères musulmans d'origine égyptienne. L'Iran, c'est une théocratie islamique. Qui est sunnite. L'Iran est une théocratie islamique, une théocratie chiite, mais une théocratie quand même. Donc c'est un pays islamique. Mais je ne sais pas si on peut dire que c'est un pays islamiste. C'est un pays islamique, il y a une nuance quand même, parce que l'islamiste, il y a une démarche proactive, agressive, mais sous prétexte de l'islam, cette théocratie a réduit la moitié de sa population, les femmes, au rang de biens, et les interdit les libertés les plus élémentaires. Je vous rappelle qu'en Iran, les femmes se battent et se font tuer pour ne pas porter le foulard, alors qu'en France, on se bat pour porter le foulard. D'accord ? Donc, l'islam, dès lors que ça revêt une forme de gouvernance, est un problème. La religion n'a pas sa place dans les organes de gouvernance de la cité. Sauf qu'en Iran, c'est le cas. C'est une théocratie constitutionnelle. Il y en a d'autres. Enfin, le droit international n'interdit pas les théocraties. Non, le droit international n'interdit pas les formes de gouvernement. Chaque année peut choisir ce qu'il veut. L'Iran, je disais, c'est une théocratie constitutionnelle parce que je voulais dire qu'il y en a d'autres théocraties, comme Israël. Israël, vous ne pouvez pas vous marier civilement en Israël si vous vouliez. Il faut vous marier d'après le rite orthodoxe. Enfin, si je peux me permettre, quand on présente Israël, on parle d'une démocratie, on ne parle pas d'une théocratie. Vous savez, la notion de la démocratie n'est pas une solution définitive pour moi. Beaucoup de régimes dictatoriaux, sans vouloir les nommer, sont arrivés au pouvoir par l'exercice de droit de vote. La démocratie n'est pas le fait d'écraser la minorité parce qu'on a eu une majorité de voix. La démocratie, c'est d'abord avant tout le respect de la dignité de tous et le respect des minorités. Donc, moi je disais qu'en Israël, si vous voulez vous marier et que vous ne croyez pas aux faits religieux, il faut vous faire expatrier à l'étranger, à Chypre ou ailleurs, pour vous marier. Il y a Dieu sait combien de centaines de lois religieuses dans le pays. La naturalisation est le monopole, si vous voulez, des grands rabbins orthodoxes. Donc c'est une forme de théocratie. L'Arabie saoudite est une forme de théocratie, avec les prétentions que ce pays a en tant que puissance dominante du monde sunnite, du fait de la présence des deux villes saintes de l'islam sur son territoire. Mais l'Iran est une forme constitutionnelle de théocratie. Mais pour l'Iran, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que l'Iran et les Iraniens, c'est pour ça qu'il faut que vos spectateurs comprennent que le peuple iranien est probablement le peuple le plus, sans que ça soit une vertu dans mon esprit, mais que dans l'absolu, le plus ouvert sur l'Occident de tous les pays du Moyen-Orient, de toutes les populations du Moyen-Orient. C'est un pays qui a un taux d'éducation supérieur à la moyenne haute de l'Europe occidentale. C'est un pays qui a donné au monde la première femme prix Fields, qui est le Nobel des mathématiques, qui n'avait d'égal, de par sa beauté et son intelligence, elle est décédée à un âge très jeune, qui a donné les 2 femmes musulmanes prix Nobel, qui sont des opposantes au régime, qui se sont battues, ont été incarcérées, emprisonnées, pour se battre justement pour le droit des enfants et des femmes. C'est un pays qui n'a connu que la théocratie pendant 47 ans. Donc, c'est un pays dont la jeunesse, qui représente l'immense majorité de la population, puisque 70% des Iraniens ont moins de 40 ans, et qui n'ont connu que la théocratie et que des restrictions des libertés publiques, aspire à l'inverse, aspire à un mode de vie séculier, aspire à pouvoir s'engager dans le monde, aspire à pouvoir échanger avec les uns et les autres, aspire à vivre en fonction de ses propres choix. Ce peuple-là n'est pas en éducation avec ce pouvoir-là. Donc ce pouvoir-là, de toute façon, est condamné. La question, c'est est-ce que ce pouvoir va être renversé dans le cadre d'un coup d'État militaire, avec le chef d'État assassiné tel que proposé par Trump et Netanyahou, avec un coup d'État militaire organisé par l'étranger, par une des puissances les plus amorales du monde, Israël, pour les raisons que vous connaissez, que j'ai évoquées, ou est-ce que ce peuple va se libérer de par lui-même? Alors là, j'aurais tendance à vous poser une question un peu
un peu osé. Cédez à vos tendances. Eh bien, je cède, j'y vais. Est-ce que finalement, cette opération de régime change que vous êtes en train de me décrire depuis le début de cette émission n'est pas qu'un second mouvement, finalement, après les révolutions populaires iraniennes, qui pourraient aussi être perçues comme une forme de révolution de couleur, ou les révolutions de fleurs qu'on a connues au Maghreb? Est-ce que finalement, en réalité, c'est que face à un échec du renversement du régime iranien qui après les manifestations qui ont lieu depuis 2-3 ans, on va dire, qui ont été facilitées aussi par les embargos que vous avez rappelés, on n'est pas tout simplement dans une deuxième tentative plus musclée, ce serait faute de ne pas le dire, de la même chose en fait, et que vous appelez finalement de vos voeux le renversement de ce régime, et qu'on est face précisément à cette action des États-Unis et d'Israël. Il faut que l'on se mette d'accord sur la terminologie que l'on emploie. Le bombardement d'un État souverain par un autre État, dans le cadre d'un acte d'agression non sanctionné, illégal, ça s'appelle pas une révolution. Je ne pense pas que les Iraniens aient couru dans les rues de Téhéran en disant à Netanyahou « Venez nous bombarder, venez nous massacrer, venez détruire les infrastructures du pays pour nous libérer. » Bien sûr. Mais si je dois faire un parallèle... Ça ne s'est jamais passé. Aujourd'hui, si je dois faire un parallèle avec le début de cette émission où j'évoquais la question de la guerre en Ukraine, on pourrait considérer, et beaucoup l'ont fait d'ailleurs, que la révolution de Maïdan en 2014 a été ensuite transcrite par la guerre ouverte qui a été lancée avec l'entrée des troupes russes en Ukraine en 2022. C'est une forme de continuité dans cette politique de régime change que voulaient les États-Unis, peut-être. Je vais rester sur la question iranienne, je ne veux pas parler de la question iranienne, qui est toute une autre question et ça mériterait une autre émission. Moi, je vous dis, madame, une révolution, c'est une initiative nationale. On ne peut pas amener un changement de régime par des bombardements d'un autre pays, en plus, hors la loi, on y est banni. Déjà, premièrement. Deuxièmement, les exemples que l'on a connus dans l'histoire démontrent que ça se passe toujours mal. À un moment, l'histoire a une importance. Chaque fois que l'Occident a essayé de changer un régime quelque part, ça aboutit à une tragédie, à une catastrophe. Prenez le cas de l'Irak. Rappelez-vous, c'est le même scénario. Vous avez parlé de fioles, de tubes que Colin Powell tenait à la main sur un podium aux Nations Unies. Disons que j'ai la preuve irréfutable que l'Irak a des armes de destruction massive. C'est ce que dit Netanyahou. Nous sommes à quelques jours, quelques mois, c'est ce qu'il dit exactement. La réalité, c'est que c'était faux. Sous un faux prétexte, on est allé sur place, on a envahi l'Irak, on a détruit le pays. Alors, en l'occurrence, pas la France. Hein. Non, la France, en l'occurrence, non, mais l'Occident, l'Amérique, d'ailleurs encouragé par Netanyahou, parce que ce discours contre l'Iran, contre l'Irak, contre la Libye, contre je ne sais qui d'autre, ça fait 30 ans qu'il le mène, encouragé par Netanyahou. Ils sont allés sur place, ils ont tué 1 million d'Irakiens. 1 million d'Irakiens. Vous savez, derrière ces chiffres, il y a des gens, il y a des vies, il y a des êtres humains, il y a des mères de famille, il y a des enfants, il y a des pères, il y a des grands-pères. Et on se rappelle que Madeleine Albright l'assumait parfaitement. 1 million d'Irakiens ont été tués sous de faux prétextes. L'Afghanistan, on est allé sur place, la France était présente cette fois-ci, on est allé sur place, on y est resté 20 ans, les Américains ont dépensé 4 000 milliards de dollars. On a donné l'espoir aux femmes de faire des études pour devenir magistrats, de s'intégrer dans la police, pour ensuite les laisser sur place, entre les mains de talibans, et prendre les gros porteurs, partir avec des Afghans, pauvres Afghans, qui travaillaient pour les Américains, qui s'accrochaient aux pneus des gros porteurs américains qui décollaient. Et ces femmes, qui s'intéresse au sort de ces femmes? Où sont les femmes magistrats afghanes qu'on a laissées derrière nous? Où sont les femmes policières? Où sont les femmes enseignantes? Maintenant que les talibans sont arrivés, qu'on les a lâchement abandonnés, dans un pays aujourd'hui où les femmes n'ont même pas le droit, que dis-je les femmes? Les filles, les petites filles, n'ont même pas le droit d'aller à l'école. C'est ça le régime change de l'Occident. Et j'en passe, et la Libye, et les exemples ne manquent pas, et la Syrie. La Syrie est quand même extraordinaire. Djoulani était le bras droit d'al-Baghdadi, donc Daesh. Les mêmes qui vendaient les chrétiens sur la place publique et qui réduisaient les zaïdites à l'esclavage sexuel. Il devient le chef du Front al-Nusra, la version Daesh en Syrie. Les mêmes sévices, les mêmes exactions sur la population civile. Et on a un ministre des Affaires étrangères en France qui s'appelait Laurent Fabius qui trouvait qu'il faisait du bon boulot aussi. À un moment,
Il avait 10 millions de dollars sur sa tête. La veille de son entrée à Damas, encouragée, organisée par la Turquie elle-même marquée par le frériste et frères musulmans, les primes de 10 millions sur sa tête prononcées par les Américains sautent, levées. Les sanctions sur le pays, dans la semaine, sautent. L'Arabie Saoudite accourt et rembourse toutes les dettes de la Syrie. Et on finit, si vous voulez, avec un assassin terroriste, fasciste, qu'est Al-Julani, maintenant qu'on appelle Al-Sharad, d'après son nom civil, qui a taillé sa barbe, qui porte un costume bien taillé et qui est reçu à l'Élysée par le président de la République. Mais où est-ce que nous en sommes ? Quel oubli, quelle lâcheté peut-on avoir dans le regard que l'on porte face à la souffrance humaine pour dire « bienvenue » et livrer un pays complet à des assassins meurtriers de cette nature. C'est ça le régime change à l'occidental. C'est Saddam qui s'en va, 1 million de morts, c'est la Syrie, Dieu sait combien de millions de déplacés, combien de centaines de milliers de tués, c'est la Libye, passons. Donc en fait, moi je pense qu'il faut laisser les autres pays décider eux-mêmes de leur avenir. Parce que l'expérience démontre que quand on essaye, nous, d'intervenir pour leur montrer le droit chemin, ça se passe toujours mal. Encore une fois, moi je pense pour ma part, pour revenir sur le cas iranien, que la théocratie iranienne a ses jours comptés et que de toute façon, il y aura des changements majeurs dans le pays. Ce que je désapprouve, ce que je ne tolère pas, ce qui m'a dévasté, c'est que l'on prenne ce pays-là pour un punching ball, un champ de tir, et que l'on jette des bombes sur la tête des Iraniens, qu'on détruise leur pays. À cela, moi je dis non. Pour terminer cette émission, peut-être un dernier volet diplomatique. Vous connaissez bien la France, j'oserais dire que vous êtes aussi francophile. Quel regard portez-vous sur notre diplomatie ? On sait que Emmanuel Macron a rapidement appelé, comme beaucoup de partenaires européens, à la désescalade entre les frappes iraniennes et israéliennes. Donald Trump l'a d'ailleurs recadré très rapidement, on va l'écouter. Nous, c'est pas un cessez-le-feu qu'on cherche, c'est un abandon complet. Et une victoire. Et la victoire, c'est pas d'armes nucléaires pour l'Iran. Donc je pense que c'était une déclaration qui a été très mal formulée de la part du président Macron. Bon, notre président français encore égratigné sur la scène internationale, cette fois par Donald Trump. Vous, quel est votre point de vue quant au rôle que devrait jouer la France pour la paix, précisément ? Le général de Gaulle disait « La France n'a pas d'amis ou d'alliés, elle n'a que des intérêts. » À l'époque, quand le général s'exprimait, quand la France s'exprimait, même sur les mandatures de présidents successives, Pompidou, Giscard d'Estaing, le président Chirac, la France pesait. La voix de la France était portée haut et fort et avait de la valeur. Depuis les mandatures qui ont suivi, ce poids-là a disparu. À cause du fait que la France n'a pas eu le courage d'être cette troisième voie alternative entre les deux blocs soviétiques et américains et d'apporter une autre alternative et de jouer le rôle d'un honnête courtier. La France a failli à son rôle. Et c'est parce que la France a failli à son rôle que nous finissons dans des situations comme celle que l'on constate aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de troisième voie pour tenir la main du pays ostracisé, pour le ramener, si j'ose dire, symboliquement vers le droit chemin. Et cette diplomatie française n'existe plus. Comment voulez-vous qu'on puisse respecter la France sur l'échiquier international quand l'autorité de l'État n'est même pas respectée sur le sol national par ceux qui s'y trouvent ? Jamais le taux de refus d'obtempérer n'a été aussi important, aussi extraordinaire observé par la gendarmerie. Jamais. C'est-à-dire que l'autorité de l'État n'est pas respectée sur le sol national. Si elle n'est pas respectée sur le sol national, on peut imaginer que ça le sera encore moins sur l'échiquier international. Le Netanyahou n'a même pas daigné informer la France des frappes à l'encontre de l'Iran. N'a même pas daigné l'informer. Même pas. La France en Afrique n'existe plus. Alors que la France avait une présence réelle dans ce pays, avec un message civilisationnel, avec un message économique, un accompagnement politico-institutionnel. Plus rien. Plus rien. Il n'y a plus de France en Afrique subsaharienne. C'est fini. À la rigueur, un peu, au niveau de la Guinée-Conakry, et encore, c'est une question qui mérite d'être débattue.
le poids de la France n'existe plus. Quand la France, dans le cadre d'une mission de l'OTAN, essaye d'arraisonner un bâtiment turc et qu'un destroyer turc vient et qui illumine le bâtiment français, pointe ses canons sur le bâtiment français, la marine française se retire hors de l'Élysée. Croyez-vous que De Gaulle aurait agi de la sorte? Croyez-vous que De Gaulle aurait pu accepter qu'un autre chef d'État l'insulte, comme Erdogan insulte le chef d'État français? Comment Trump traite le président de la République française? On n'a plus d'homme d'État de cette envergure. Et faute d'avoir d'hommes d'État de cette envergure, on n'existe plus sur l'échiquier international. Je ne sais même pas ce que les trois ministres étrangères du groupe E3, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et l'Angleterre, vont dire aux Iraniens quand ils vont le voir. Les Iraniens se font bombarder par les Israéliens et bientôt, hélas, par les Américains. L'interlocuteur décisif, c'est les États-Unis. On va discuter avec la France, l'Allemagne et l'Angleterre. C'est, à mon sens, du temps perdu, si ce n'est peut-être pour acheter un peu de répit pour ce peuple iranien martyrisé. Mais le dialogue, si dialogue il doit y avoir, aura lieu entre les Iraniens et les Américains. Probablement, Trump va envoyer J.D. Vance, son vice-président, et Witkoff, l'homme en charge de la question iranienne, pour voir le ministère des Affaires étrangères ou le président iranien prochainement. On n'est pas à l'abri de surprises. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais deux options s'ouvrent. Soit il va y avoir un accord, c'est-à-dire que l'Iran va accepter ce qui est inacceptable pour le pays, c'est-à-dire l'abandon définitif du droit à l'enrichissement, c'est-à-dire renoncer à un droit qui est le droit positif international reconnu à tous signataires de traités de non-prolifération, droit qui par ailleurs a été offert aux Saoudiens par les Américains, ce même droit que l'on veut refuser aux Iraniens. Soit ils capitulent, ils acceptent ça aujourd'hui, et la question sera, on peut imaginer, réglée, à moins qu'ils continuent dans leur schéma de changement de régime, ou on part vers un conflit quasi généralisé. Parce que si ce pouvoir-là devait constater qu'il n'y a aucune voie de sortie, ils ne sont pas totalement démunis en termes de capacité de nuisance. Il suffit qu'ils disent, sans même déployer des forces, sans même couler quelques supertankers dans le détroit d'Ormuz, qu'ils disent qu'on va fermer le détroit, ou tout navire qui passera, on va tirer dessus, pour que les polices d'assurance deviennent, le coût devienne prohibitif. Plus personne ne va pouvoir transiter. Juste pour information. Depuis que les Houthis ont commencé à tirer sur des navires, de manière épisodique, à travers la mer Rouge et le canal de Suez, il y a 20 milliards de chiffre d'affaires à quitter l'Égypte du fait du canal de Suez, parce que les bâtiments contournent l'Afrique pour ne pas risquer d'être pris pour cible par les Houthis. Alors imaginez, si l'Iran dit que je vais tirer sur les bâtiments qui passent par des détroits, c'est que ça va pas engendrer comme crise énergétique. Ils peuvent tirer sur les installations pétrolières saoudiennes. Ils l'ont déjà fait en 2019. Ils ont anéanti la moitié de l'industrie saoudienne. Il faut préciser, ce serait une crise qui serait assez terrible pour l'Europe, puisque l'Europe s'est déjà coupée d'une partie des hydrocarbures du continent, enfin de la Russie. Je ne veux pas parler de la question, bien sûr. Imaginez s'il devait tirer sur les Émirats et les autres pétromonarchies arabes du Golfe Persique. Qu'est-ce qui va se passer? Et je peux en citer d'autres exemples comme capacité de nuisance. La réalité, c'est que le monde partirait dans un conflit. Et là, pour l'instant, on est à une semaine, plus un jour, de cette guerre d'agression, il faut le dire, il faut appeler un chat, à l'encontre de l'Iran. Mais si ça dure dans le temps, on ne sait pas quelles autres puissances seraient tentées de s'y impliquer. Alors justement, c'était ma dernière question. Quels seraient les alliés potentiels de l'Iran? Parce qu'on sait que l'Iran s'est rapproché des BRICS, puisqu'ils sont maintenant dans les BRICS+. Ils seront sans doute d'ailleurs représentés au prochain forum des BRICS qui aura lieu au Brésil, à Rio. On a l'impression que Vladimir Poutine appelle aussi à la désescalade, comme pourrait le faire Emmanuel Macron, peut-être avec un peu plus de voix dans le sud global et, on va dire, une partie du monde. Pour autant, ça ne fait pas vraiment ses preuves. Déjà, le BRICS, si vous voulez, c'est d'abord une intention davantage qu'une réalité économique. Ils ont créé une petite banque de développement qui est un peu dotée, mais ça s'arrête là. Ils n'ont même pas réussi à dédollariser les transactions en matière d'hydrocarbures. 0,5% de transactions pétrolières s'effectuent dans une monnaie autre que le dollar. C'est là la puissance américaine. Contraindre tout le monde à acheter des dollars, donc à financer les déficits américains pour acheter du pétrole. Le budget de défense aux États-Unis, c'est 1000 milliards de dollars, à peu près. 1000 milliards de dollars. Le budget de la France, avant le livre blanc d'il y a 2 ans, c'était 40 milliards, maintenant c'est 50 milliards. On propose de l'amener à 100 milliards, on ne sait même pas où on va trouver l'argent. 50 milliards.
1000 milliards. Les budgets de tous les pays du monde, de défense de tous les pays du monde, réunis, est inférieur par rapport au budget américain. L'Amérique peut mener 2 guerres mondiales dans le Pacifique et l'Atlantique en même temps. Ils ont 11 porte-avions nucléaires, dont le plus petit fait 2 fois la France, 2 fois le Charles de Gaulle. Comment voulez-vous que quelqu'un apporte son concours à l'Iran ? La Chine a besoin d'avoir accès au marché américain pour maintenir la stabilité sociale avec un certain taux de croissance. La Russie compte sur les États-Unis pour que le pays sorte de la crise dans laquelle il se trouve aujourd'hui avec la levée des sanctions et le règlement de la question de Lugansk, Donetsk et de la Crimée. L'Inde s'est tue. La Chine s'est tue. Qu'ont dit ces pays-là ? Est-ce que vous avez entendu l'Inde, Modi, hausser le ton, condamner l'Amérique ? Poutine condamner l'Amérique ? La Chine condamner ? Qui a condamné ? Le Pakistan a condamné, Poutine mais le lendemain... Poutine a mis en garde contre cette tendance. Mais on est face à rien. Aucune initiative concrète, aucune déclaration, aucune saisine des instances internationales, rien. Aucune aide même apportée à l'Iran. La Russie qui a profité des drones iraniens pendant son conflit avec l'Ukraine, encore aujourd'hui, des missiles iraniens, n'a même pas offert aux Iraniens de remplacer les décès aériens frappés par les Israéliens. Donc, personne ne se tient à l'Iran. L'Iran se bat seul, comme le pays s'est battu seul contre Saddam Hussein en 1980. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que les Israéliens doivent se rappeler. Alors que la planète entière était en faveur de Saddam, que tout le monde vendait toutes sortes d'armes à Saddam, et que personne ne vendait quoi que ce soit à l'Iran, la nation iranienne a tenu et est sortie de cette guerre victorieuse. Et donc, s'attendre qu'aujourd'hui, malgré un pouvoir honni et banni et détesté en Iran, que le pays capitule simplement, je ne peux pas l'imaginer. Parce que l'histoire de l'Iran démontre que même quand le pays avait des dirigeants détestés et détestables, comme c'est le cas aujourd'hui, le pays, quand la patrie était en danger, a su démontrer une capacité de résistance inégalée. Je pense que cette fois-ci, ça risque d'être pareil. Je ne sais pas, je le pense. En tout cas, j'appelle de mes vœux une chose, que cessent ces bombardements contre ce peuple, c'est cette destruction systématique, cette guerre totale à l'encontre d'un pays qui, aujourd'hui, est sans défense. La menace existentielle qu'il était censé être pour Israël. On le voit, cette menace aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, monsieur, d'être venu jusque nous. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous aura appris plein de choses, qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si c'est le cas. Bien sûr, je vous retrouve dès à présent dans les commentaires et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. À bientôt.